rarissime conférence de presse du chef d'état-major des armées. La Russie a désigné la France comme son premier adversaire en Europe, et ce, sur le long terme. Écoutez. Fort de ses atouts, le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires, avec en fait des choses qui bien évidemment se caractérisent un peu dans tous les domaines, et elle constitue à ce titre une menace, ou presque toute, une menace durable, proche, et qui est pour moi la plus dimensionnante. Pierre Servan, bonsoir. Bonsoir Margot. Pourquoi cette prise de parole du chef d'état-major des armées après 3 ans de guerre en Ukraine ? On peut se poser la question. Là, ce qu'il y a très clairement, c'est ce qu'on appelle un plan com, un plan de communication. Le président devrait dimanche, dans les jardins de l'hôtel de Brienne, résidence du ministre des Armées, apparemment faire un certain nombre d'annonces, on en reparlera peut-être, et donc d'une certaine façon, il y a une sorte de teasing, et donc le général Burkhardt, chef d'état-major des armées, est sorti de son silence assez marquant depuis 3 ans et demi pour faire ce travail d'explication et de pédagogie qu'il a fait très bien, je dirais, en synthétisant ce que nous racontons, nous expliquons sur LCI depuis 3 ans et demi, mais pourquoi pas. La critique que je fais, c'est que il est, à mon sens, inconcevable qu'un chef d'état-major des armées français, compte tenu du rôle de la France, de son implication, des dossiers qu'il a parfaitement expliqués, n'intègre pas quelque chose que des tas de généraux, d'amiraux ont pu m'expliquer au long de ces 40 dernières années, à savoir que la communication est absolument essentielle aujourd'hui pour un chef, surtout quand la population française a besoin de comprendre, d'être expliquée. Donc je considère, je vous dis très net, que c'est une faute professionnelle. Le fait que le chef d'état-major des armées ne soit pas venu sur tous les plateaux, n'ait pas fait des émissions, un point de presse comme ça, tous les mois, point de presse de cadrage, c'est une faute professionnelle. Alors, quelle est sa part de responsabilité si c'est le pouvoir politique qui lui dit non, laisse-nous faire, etc. Sauf qu'à ce niveau de responsabilité avec 5 étoiles, et le général Burkhardt, on le voit à son placard de décoration, c'est un grand soldat, c'est un grand guerrier. Il y a des moments, je pense, où on peut... je pense qu'un militaire, c'est fait aussi parfois pour désobéir, et notamment, encore une fois, dans ce domaine. Donc, c'est quelque chose qui m'hérisse depuis longtemps. On voit très bien qu'il est capable de faire l'exercice. Il a été porte-parole de l'état-major des armées en 2011, pendant la guerre de Libye, donc il sait faire, c'est très bien. Et je pense que les Français ont besoin de ce type d'explication. Mais général Burkhardt, c'est dommage qu'on ne voit pas plus souvent faire ce type d'exercice pour les Français. Surtout qu'il dit clairement, vous l'avez entendu, que la France est une des cibles prioritaires de la Russie. Déjà, pourquoi dit-il cela ? Pourquoi la France serait une cible prioritaire ? Et aussi, vous rappelez l'importance de faire de la pédagogie pour la population française également dans ces temps-là. Oui, alors la pédagogie, on le vit à LCI, si vous voulez. J'ai souvent dit que j'ai jamais autant parlé en 3 ans et demi sur nos plateaux de dissuasion nucléaire, de comment ça fonctionne, encore sur le programme nucléaire iranien, mais ne serait-ce que pour la France, j'ai jamais autant parlé en 3 ans et demi de ces questions qu'en 40 ans, lors des 40 années précédentes où j'étais déjà spécialiste de ces questions. Il y a vraiment, de la part de l'opinion publique française notamment, une curiosité. Les Français comprennent bien que nous sommes en pointe, nous sommes engagés. Le président Macron a eu des paroles fortes. Après un démarrage un peu étrange, il a eu des paroles fortes, et ce qu'a rappelé le général Burkhardt, le ministre Lecornu le dit depuis longtemps, la menace que la Russie fait peser, les différentes actions directes ou indirectes dans le champ militaire ou dans le champ, Burkhardt l'a rappelé, spatial, le cyber, les guerres d'influence, etc. La Russie cible la France, parce que la France est la première puissance militaire d'Europe, c'est une puissance nucléaire indépendante, elle est membre permanente du Conseil de sécurité. Alors je le rappelle parce que comme les Français adorent se dénigrer, on oublie ces dimensions-là. Il y a une diplomatie française, même si de temps en temps, ces derniers temps, un peu de mal à la suivre, mais voilà. Et donc ça, c'est un caillou dans la botte de Poutine, ça le gêne considérablement. Donc pour me résumer, ça fait longtemps que la France explique qu'il y a une véritable menace pour l'Europe. Je l'ai dit à plusieurs reprises aussi, les services de renseignement occidentaux, à travers des écoutes, à travers des personnes qui sont infiltrées à proximité du pouvoir russe, savent qu'il y a, alors pas du tout de détente ou de volonté de négocier quoi que ce soit, mais au contraire une radicalisation du système du Kremlin,
Et donc, là, je le répète, nous sommes en guerre avec le Kremlin, nous les Français, les Européens, tous les 70 pays qui partagent le soutien de l'Ukraine, nous sommes en guerre avec le Kremlin et avec le système totalitaire que Poutine incarne. Nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe, avec la Grande Russie, avec laquelle nous avons eu des alliances, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, mais nous sommes en guerre contre ce système parce que ce système-là nous a déclaré la guerre, et les premiers éléments qui étaient extrêmement visibles, c'est la façon dont les Russes, j'allais dire l'Africa Corps, parce que c'est le nouveau nom de Wagner, la façon dont Wagner a soutenu les juntes et donné des éléments de déstabilisation, de désinformation, des vidéos absolument contre la France, qui a fragilisé notre population. Donc nous sommes dans cet état-là. Et pour terminer, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi, quand on développe ce discours qui est pertinent, qui est tout à fait nécessaire, ce qu'a dit le général Burkhardt, ce que le ministre Lecornu dit, ce que le président Macron dit depuis très longtemps, comment on peut à la fois dire cela et prendre langue avec Vladimir Poutine. Avec Vladimir Poutine, il y a quelques jours, sous prétexte, paraît-il, de lui parler de l'Iran, comme si la Russie pouvait être une force d'apport, de solution, etc. Non, il y a une dérive totalitaire du système poutinien. Et donc, dans ce cadre-là, je crois qu'il est difficile pour l'opinion publique de comprendre que, un coup, on appelle Poutine, et puis le coup d'après, on dit que ce système est un système horrible qui cible la France, ce qui est vrai. Surtout que nous entrons dans une ère de crise. Il parle très clairement de crises qui se superposent, s'additionnent et se multiplient. Écoutez. Je pense que comme moi, vous constatez que l'environnement stratégique est marqué par des crises qui se multiplient et se superposent. On avait auparavant l'habitude de dire qu'en fait une crise chassait l'autre. En fait, aujourd'hui, c'est plus véritablement le cas. En fait, au contraire, les crises se superposent les unes aux autres et s'additionnent, sinon se multiplient. Peut-on encore construire une forme de stratégie cohérente dans un environnement comme celui-ci, Pierre Serment ? Alors, votre question est centrale, et c'est une question que tous les chefs d'État et de gouvernement européens, au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, se posent, et tous les militaires, c'est leur obsession, notamment dans la capacité d'anticipation, qui est une capacité stratégique dans, je dirais, ce que les militaires doivent faire. Donc, comment faire pour arriver à bâtir des choses solides dans un univers qui est friable et où vous avez des guerres qui apparaissent ici ou là. Tout ce qui s'est passé au Proche et au Moyen-Orient depuis le 7 octobre, je veux dire, vraiment, quand nos enfants liront ça dans quelques décennies, c'est une séquence hallucinante. Donc comment on fait dans ces espaces-là qui n'arrêtent pas de bouger, l'Ukraine, mais la Géorgie qui est occupée par les Russes, la Moldavie qui est occupée par les Russes, les problématiques navales, avec notamment des bâtiments qui sont coulés en Méditerranée, certainement par les services secrets ukrainiens, le fait que la Russie ait perdu toute une série d'accès à la mer, des accès stratégiques en Méditerranée, en mer Noire, la Baltique, etc. Tout cela crée, si vous voulez, un environnement qui bouge tout le temps. Alors, l'objectif de construire une stratégie doit toujours demeurer. Et pour y parvenir, pour arriver dans le flou, dans un espace où vous avez de la poudre explosive qui flotte dans l'air, la seule façon de faire, c'est de travailler à plusieurs. L'intelligence en situation hostile ou flottante, c'est le partage des compétences, donc des états-majors, en évitant le clonage. C'est-à-dire absolument éviter d'avoir les mêmes aux mêmes endroits. Et s'agissant de l'armée, dont le général Burkhardt a parlé, dont on parle à propos d'une éventuelle annonce d'un service militaire peut-être volontaire, la réserve opérationnelle pour l'armée d'active, elle est essentielle par rapport à ce que je dis, parce que ça permet d'agréger aux armées, pour un temps limité dans l'année, des personnalités, des personnes, des civils qui sont formés aux questions militaires, qui sont engagés sous l'uniforme, qui sont soldés dans un cadre strictement militaire, mais ça permet d'apporter justement cette différence, cette rupture avec le risque de clonage. Je connais bien l'armée française, je connais bien son histoire, il y a des gens absolument remarquables dans tous les grades, c'est vraiment une armée qui est solide et forte, mais le conformisme
le risque du conformisme qui est véhiculé notamment par la hiérarchie militaire, c'est une des tares qui nous a fait perdre dans l'histoire bien des guerres. Et quand je vois... Vous voulez dire quoi, un manque d'agilité ? Un manque d'agilité, manque de souplesse. On fait comme ça. Alors, des choses ont bougé depuis 3 ans et demi, mais ça reste lourdingue. Alors, je suis mal formé, entre guillemets, si je puis dire, parce que moi, j'ai eu la chance, comme colonel de réserve, de servir au commandement des opérations spéciales. Les opérations spéciales, le COS, sa devise, c'est penser et faire autrement. Et les opérations militaires du COS sur le terrain, c'est toujours des petites unités, ce qu'on appelle une faible empreinte au sol, déployées par un régiment, c'est très respectable régiment, mais c'est un pion ou 2 pions, c'est 10 commandos, 20 commandos qui vont mener des opérations avec un effet de levier stratégique. Donc petite mise militaire, mais par la qualité des personnels qui servent, par l'imagination, la souplesse, la décentralisation du commandement. Le fait que sur le terrain, si vous voulez, parfois c'est pas le grade qui prime. C'est la compétence et la qualité de celui qui va commander le groupe, qui va s'imposer, en fait. Donc, c'est tout cet esprit que j'aime, qui est celui de la France combattante, de la France libre, des combattants de Bir Hakeim, etc. C'est-à-dire de la détermination, de la souplesse et, comment dirais-je, le refus des cadres lourds. Et le défi de notre pays, et je terminerai par là, c'est que on se bat depuis 3 ans et demi. Encore une fois, je ne critique pas les acteurs qui sont dedans, qui se battent pour essayer de faire bouger les choses, mais nous sommes un pays d'une lourdeur de paperasse, d'organisation, etc. Or, si vous voulez, c'est pas demain, c'est-à-dire dans 3 ans ou dans 5 ans, si les Russes attaquent les pays baltes, qu'il faudra tout d'un coup se dire, allez, hop, on y va, on arrête ça. Alors, il y a des évolutions dans ce sens-là. Le délégué général pour l'armement que vous avez interrogé sur ce plateau, Emmanuel Kiva, exactement, est tout à fait dans cet état d'esprit. C'est quelqu'un d'extrêmement mobile, pas simplement parce que c'est un normalien. Alors, j'ai rien contre les ingénieurs de l'armement, mais il est structuré de cette façon-là. Donc, encore une fois, il y a des bonnes choses qui se passent de ce côté-là. Mais ça reste lourd. Avons-nous vu la menace d'une certaine manière ? Est-ce qu'on s'en est occupé assez tôt ? Thierry Burkhardt, lui, dit que la France n'a pas été aveugle face à la menace. Regardez. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse dire que la France a été aveugle à ce mouvement qui est initié et qu'aujourd'hui on voit assez nettement. Pour preuve, les 2 lois de programmation militaire depuis 2017, sous la volonté du président de la République, ont quand même bien identifié. Et on a 2 lois de programmation militaire qui sont assez inédites. Les armées sont conscientes de l'effort qui est fait par la nation pour les soutenir, mais en fait c'est surtout par rapport à l'ambition du pays au regard de la menace telle qu'elle est aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Pierre Servan ? Oui, je suis d'accord dans le sens où le président Macron, et c'est un peu tout le paradoxe de ce personnage, a vraiment anticipé en 2017 avec une première loi de programmation militaire robuste et respectée, ce que honnêtement je n'ai jamais vu dans les 40 précédentes années. Et dans ces 40 précédentes années, j'ai été en cabinet ministériel à la Défense, et on n'a pas fait beaucoup mieux malgré la volonté de Jacques Chirac. Donc, il y a eu cette volonté. Derrière, il y a une seconde loi de programmation militaire, alors évidemment s'appuyant aussi sur les événements qui se déroulaient en Europe. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a eu des choses très positives qui ont été faites. Mais on est passés tous à côté de la possibilité d'un retour d'une guerre de haute intensité étatique entre 2 États en Europe, avec 1000 morts, 1500 morts, 2000 morts par jour, avec du côté russe 1 million de pertes de tués et de blessés graves. 1 million. Alors je veux dire, ça finit par se noyer, si vous voulez, dans comme ça, on s'habitue aux choses, mais ça, on n'a pas imaginé le moindre du monde, on n'a pas du tout imaginé, et le résultat, c'est qu'on a une armée solide, complète, avec des très belles choses, mais on est court en dessous. On n'a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'épaisseur de cela. Et je vous donne juste un exemple dont je me souviens. En 2013, la France s'engage dans l'opération Serval pour chasser les djihadistes, pour bloquer les djihadistes. Entre parenthèses, ce sont des forces spéciales, commandos des forces spéciales qui étaient au Burkina Faso, qui ont mis un coup d'arrêt. Ils étaient extrêmement peu
par rapport à l'avalanche des djihado-terroristes qui venaient du Nord. Donc, force spéciale qui mettent un coup d'arrêt après l'opération Serval. Eh bien, au bout d'un certain temps, ça s'est peu su, la France a dû demander à l'Allemagne des missiles parce qu'elle était courte en missiles. Elle n'avait plus suffisamment de stock. Donc voilà, donc si vous voulez, on a des qualités, des savoir-faire, une armée qui est solide, des jeunes soldats et soldates qui sont aguerris. Quand vous regardez leur placard de décoration, on va les voir défiler dans quelques jours, vous voyez que ils ont bouffé de l'OPEX, donc ce sont des hommes et des femmes qui ont vraiment, qui se sont transformés, qui sont passés du soldat au guerrier. Mais alors pour le coup, on n'a pas du tout vu. Alors là où on peut se rassurer, c'est que personne. Sauf Poutine et sa bande, avait imaginé le retour de finalement à la fois la guerre de 14-18 avec les tranchées et puis la guerre moderne avec des outils modernes. Surtout que les menaces sont désormais hybrides, Pierre Servan. On voit une armée française qui doit être sur plusieurs fronts en même temps, satellites brouillés, câbles sous-marins menacés, attaques cyber, souvent en provenance de la Russie. Le chef d'état-major des armées l'a dit encore dans sa conférence de presse. Est-ce que l'armée française est adaptée à ces formes de conflictualité assez dispersées et invisibles ? Oui et non, parce que quand même, elle travaille sur ces sujets, sur la guerre de l'information. Il y a des efforts qui ont été faits. Le ministre Le Drian, quand il était à l'hôtel de Brienne, à la Défense, avait fait avancer un certain nombre de dossiers par rapport à la guerre informationnelle, par exemple. Le cyber, le spatial, la ministre Florence Parly est une des premières à avoir dénoncé très tôt, 2017 ou 2018, les tentatives des satellites russes de venir se coller aux satellites franco-italiens pour absorber et pomper les données recueillies par ce satellite. Donc on a alerté. Mais je reviens à mon point. La réserve opérationnelle, et pas dans 5 ans, dans 10 ans, avec toutes les pesanteurs de gestion dont mes jeunes camarades, n'accepteront pas, comme je l'ai fait moi, et comme tous mes camarades de ma génération ont accepté de servir dans des situations extrêmement difficiles. Il fallait se battre pour servir dans la réserve opérationnelle. C'est sur le plan de la gestion, sur le plan de vos employeurs qui n'avaient rien à foutre du fait que vous soyez réserviste opérationnel. C'est pas le cas dans le groupe Bouygues, par exemple, et dans d'autres grands groupes qui ont des accords avec la défense. La réserve opérationnelle, je ne sais pas ce que le président va annoncer sur un service militaire, peut-être volontaire. La réserve opérationnelle, c'est une clé majeure parce qu'elle apporte justement tout un champ de compétences venant du civil et qui, dans un cadre militaire, avec des hommes et des femmes formés, c'est pas un transfert comme ça. C'est dès lors que vous mettez votre uniforme quand vous êtes réserviste, vous êtes militaire et vous êtes soldé, décoré. Votre avancement est géré d'une façon militaire. Il faut mettre l'accent là-dessus. C'est une grande idée du ministre Lecornu, qui est lui-même réserviste de la gendarmerie. Mais c'est mollasson. C'est mollasson. Et ça fait des années que je dis, tant que le président de la République, puisque nous sommes en monarchie, Margot, vous avez remarqué que nous sommes dans une monarchie en France, et bien tant que le président de la République n'accueille pas le 13 juillet à la Garden Party les meilleurs des réservistes pour les décorer, n'invite pas à l'Élysée les entreprises, grandes, petites, moyennes, qui se sont illustrées dans le fait de libérer leurs salariés pour faire non pas ce qu'on appelait jadis les périodes, mais un engagement militaire à des postes opérationnels. Tant que vous n'avez pas ce changement culturel pour se rapprocher de quelque chose que vous connaissez très bien, qui est ce qui se passe aux États-Unis, on va continuer à joujouter, quoi. Donc il faut arrêter de joujouter, il faut y aller. C'est vrai que le chef d'état-major parle de cohésion nationale, bien entendu. Vous faites une blague quand vous parlez de monarchie, je le rappelle à nos téléspectateurs, parce qu'on se connaît bien, Pierre Servan. Oui, pardon. Alors non, vous savez que j'ai quand même fait des études de sciences politiques. On parle souvent en France de monarchie constitutionnelle. Le fait que De Gaulle, dans la Ve République, a transposé un certain nombre d'éléments qui font du président de la République élu au suffrage universel avec la réforme de 62 et la première élection en 65, fait de la figure du président, si vous voulez, une sorte de monarque. C'est comme ça, souvent d'ailleurs, que nous regardent nos partenaires. Nous sommes en République, en démocratie, etc. Donc c'est à la fois un jeu de mots et c'est quand même quelque chose qui, en France pèse. Et donc, pour revenir à cette cohésion nationale, c'est ça qui est la
première menace qui est fortement menacée selon le chef d'état-major des armées. Vous l'avez mentionné, le président va peut-être parler d'un service militaire volontaire quand il s'exprimera depuis l'hôtel de Brienne dimanche prochain. Est-ce qu'il y a besoin, pour contrer ces sociétés autoritaires comme la Russie, qui parlent d'endoctrinement dès le plus jeune âge, dès l'école, est-ce qu'il y a besoin d'un retour à une certaine forme de patriotisme beaucoup plus incarné, beaucoup plus rigide peut-être dans nos sociétés occidentales pour faire face à ces poids lourds, à ces titans sur la scène internationale? La réponse est oui. Alors pas rigide, ça c'est intéressant parce qu'on peut renforcer le patriotisme, créer un service militaire volontaire, renforcer les réservistes et leur donner de la visibilité, les réservistes opérationnels et la réserve citoyenne également. C'est-à-dire remettre tout cela, je dirais, en pointe, alors que durant plusieurs décennies, pour différentes raisons, tout ça a été mis sous le boisseau. Donc remettre tout ça en perspective, il faut le faire, et pas de façon rigide. C'est ça qui est intéressant, c'est que dès que vous rigidifiez quelque chose, vous êtes certain d'être non opérationnel par rapport aux défis qu'il y a devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être imaginatif. Il ne faut pas refaire le service militaire de papa, ça a été une époque, ça avait un sens, il faut inventer, trouver des nouvelles formes. Mais oui, la réponse est oui, 1000 fois oui. Dans le contexte dans lequel nous sommes rentrés et qui ne va pas se terminer demain, c'est-à-dire c'est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc c'est lourd. La cohésion nationale, l'esprit national, le fait de se dire de temps en temps, mais qu'est-ce que je fais pour mon pays? Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Alors qu'on passe beaucoup de temps à se dire, tiens, mais comment je vais gérer ma carrière? Comment je vais pouvoir faire ça? C'est pas illégitime, voilà. Mais ce retour-là, et pas de façon rigide, de façon moderne. Et alors, j'ai utilisé un terme, ça va peut-être faire sursauter aussi comme monarchie, d'une façon jouissive. Il faut que c'est du sens, de l'envie, du désir. Les moments les plus puissants que j'ai vécus dans ma vie professionnelle, à la fois civile et militaire, c'est avec mes camarades en Afghanistan ou en Côte d'Ivoire. C'est la solidarité, c'est le sentiment de faire quelque chose qui vous dépasse. Et donc, je crois que tout cela, il faut le remettre en selle, et pas de coup, à coup de menton ou de ce grognonieux, mais d'une façon subtile et jouissive. Justement, de manière assez imbriquée, le chef d'état-major des armées parle d'une menace existentielle, que la guerre en Ukraine est décrite comme existentielle, pour la Russie. On peut se poser la question, et pour l'Europe, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a eu une forme de réalisation que ce qu'il se passe en Ukraine peut être demain à nos portes? Et de fait, la Russie est passée en économie de guerre. Les pays européens ne le sont pas, ne le font pas. Est-ce qu'il y aurait, vous pensez réellement, dans la société française, dans les sociétés européennes, une forme de volonté d'y arriver? Est-ce qu'on peut faire ce choix-là? Ou est-ce qu'au vu de nos dépenses publiques, au vu de notre déficit, nous ne pourrons jamais être à ce niveau-là de l'économie de guerre russe? C'est une question très, très importante que vous poser, je ne sais pas quelle réponse y apporter. Poutine a été sidéré au début de la guerre en Ukraine. Il pensait que les Européens allaient s'égayer comme des poules en caquetant. On a renforcé l'OTAN, 2 pays majeurs, la Suède et la Finlande. On s'est réunis à Ramstein avec les Américains, avec tous les pays qui voulaient aider l'Ukraine, et donc on ne s'est pas du tout débandé. Et je trouve que quand même l'esprit civique, la prise de conscience de l'importance de l'Ukraine, globalement, avec évidemment des trous dans la raquette avec certains pays qui finalement sont idéologiquement proches de Poutine et donc n'ont pas tellement envie de se mettre en truc, mais globalement, je trouve que l'Union européenne a fait plutôt face. Après, la difficulté, Margot, c'est qu'il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de souffrir. Et nous sommes dans des sociétés on n'a pas du tout envie de souffrir. Et on parlait du budget de la défense. J'ai vu pendant 40 ans le budget de la défense se faire pilonner. Pourquoi? Pour pouvoir financer la protection sociale, que je défends, qui est quelque chose d'important, qui est un acquis français, mais pour ne pas avoir à souffrir dans les réformes à faire pour avoir une défense solide et une protection sociale solide, on a sacrifié la défense à la protection sociale. Et tout dernier point, il n'y a pas de question existentielle pour la Russie en Ukraine.
c'est un énorme bobard construit par le Kremlin. Il n'y a aucun risque existentiel. Aucun pays de l'OTAN, surtout pas ceux du flanc Est qui ont passé leur vie à être envahis par les Russes puis par les Soviétiques, n'ont la moindre envie d'aller attaquer la Russie. C'est une invention, c'est un immense bobard. En revanche, la réalité aujourd'hui, c'est que le surarmement russe, la brutalité, le caractère totalitaire du système russe fait peser sur les Européens une menace considérable, mais malheureusement en Europe, quand vous prenez la géographie et que vous faites une échelle de température, vous avez le trait rouge sur les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, tous les pays sont plus à l'est, et puis plus nous on est un peu au milieu. Puis quand vous allez vers les pays Espagne, Portugal, et la température, la prise de conscience de cette température est plus faible. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. L'histoire de France nous montre que chaque fois qu'on n'a pas voulu voir les menaces, qu'on n'a pas voulu se faire mal, qu'on n'a pas voulu en 70 faire une vraie réforme du service militaire, instaurer un vrai service militaire. On n'a pas voulu le faire pour différentes raisons. En 14, on n'a pas voulu construire avant une vraie réserve opérationnelle pour faire face aux divisions allemandes avec des unités de réservistes. Et en 40, enfin avant 39, la guerre de 39, on n'a pas voulu écouter le général Alléo, le général Douminc, le colonel de Gaulle, qui disait il va falloir souffrir un petit peu pour constituer un nouvel outil. Déjà, souffrir intellectuellement, parce qu'on n'a pas envie de refaire une guerre, pour arriver à y faire. Donc la question, elle est là. La France est un pays formidable, bourré de talent, etc. Mais nous sommes un pays parfois un peu insouciant ou indolent. Pourtant, Pierre Servan, nous ne faisons pas face à une menace d'un pays qui est une puissance nucléaire. De fait, la Russie, hier, Keir Starmer et Emmanuel Macron ont annoncé un renforcement de la coopération franco-britannique. Écoutez. Nous reconnaissons que nous n'imaginons pas de situation de menace extrême à l'Europe qui ne susciterait pas une rapide réponse de notre part, quelle que soit la nature de cette réponse. La deuxième décision est que nous n'excluons pas la coordination de nos dissuasions respectives. C'est un message que doivent entendre nos partenaires et nos adversaires. Ça change quoi concrètement ? Écoutez, moi je pense que Vladimir Poutine et ses conseillers dans leur bureau, ils se disent merde. Ils continuent à bouger, à se renforcer, etc. Alors ils savent que la force de dissuasion nucléaire britannique est fragile, très dépendante des Américains. Ils savent que celle de la France est autonome, suffisante et extrêmement solide. Mais ce type de rapprochement et de discours, ça ennuie, pour ne pas utiliser un autre terme, Vladimir Poutine. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que le Kremlin pilonne une nouvelle fois la possibilité d'une projection de forces européennes en cas de cessez-le-feu, etc. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, etc. Donc je pense que ça envoie des messages au Kremlin sur... Vous vous êtes planté il y a 3 ans et demi en pensant que les Européens allaient foutre le camp comme des poules à qui on avait coupé la tête. Eh bien, non. Voilà. Alors, ils voient aussi que nous sommes moins courageux qu'eux. Il faut dire aussi que nous ne sommes pas une dictature, qu'on n'est pas encore en économie de guerre dont vous aviez parlé. Mais je pense que c'est tout à fait important et que ça n'arrange pas du tout les affaires hégémoniques du Kremlin. Mais est-ce que le signalement stratégique est assez fort, Pierre Servan, quand on apprend que la France a commandé de nouveaux missiles Scalp, que les Britanniques appellent les Storm Shadow, et on apprend qu'il s'agit de la première commande depuis 15 ans, alors que les Ukrainiens ne font que réclamer ces missiles de croisière depuis le début de la guerre. Comment vous expliquez que ça a autant tardé ? Alors Margot, vous êtes redoutable, parce que vous voyez toujours avec beaucoup d'acuité et d'intelligence justement les incohérences. C'est une incohérence. On avait parlé ensemble il y a quelques semaines d'une autre incohérence, le fait qu'il a fallu aux Européens d'arriver au 17e plan de sanctions pour que dans ce plan de sanctions, des matériaux, des composants essentiels pour la fabrication des fusées russes soient mis sous embargo et soient arrêtés. Alors ça, si vous voulez, c'est le charme désespérant des démocraties. C'est aussi, encore une fois, la résultante du fait on se fait pas mal. C'est-à-dire que cette décision, on aurait dû la faire bien avant, mais certainement au détriment d'autres choses, etc. Donc c'est incompréhensible, et je suis d'accord avec vous, ça crée une distorsion, et c'est pas bon pour les Français, qui peuvent être fiers de leur armée, qui peuvent être fiers des budgets qui ont été adoptés, etc.,
Et quand ils voient quand ils entendent des choses comme ça, sur lesquelles vous pointez le doigt à juste titre, il y a quand même des incohérences et des difficultés majeures. Donc, des choses avancent, des choses assez remarquables ont été faites et sont faites encore aujourd'hui. Et vous avez encore, je dirais, la masse inertielle de ce qu'est une démocratie, qui est un système ô combien important et que nous devons défendre, mais qui crée des trous, des impuissances, les lobbies. Le fait que vous puissiez avoir, je ne dis pas que c'est une question de lobby sur le Storm Shadow et le Scalp, voilà. Mais des querelles d'ingénieurs, je ne dis pas que c'est ça non plus là-dessus, mais voilà, ce genre de choses, toujours est-il que nous découvrons, moi avec vous, d'un coup des trucs, vous dites, mais c'est pas possible. Alors qu'on sait que le Scalp et le Storm Shadow, donc des missiles de croisière avec une charge explosive très importante, d'une portée de 400 à 500 km, ont un effet majeur sur les postes de commandement russes. Et regardez le Taurus allemand dont on parle, dont on pensait que la livraison était acquise, c'est un missile de croisière avec une charge, un emport d'explosifs plus important, donc capacité de destruction, toujours avec le même principe. Le missile de croisière est très très difficile à intercepter parce qu'en fait, il vole au ras, basse altitude, à très basse altitude, mais il épouse, c'est-à-dire dans son ordinateur de bord, il épouse complètement le terrain. Il y a une colline, il passe au-dessus. Derrière, il va dans le Talweg, il remonte, il repart à droite, etc. Donc c'est très difficile à intercepter. Et le Taurus, on n'y est pas encore. Pour conclure sur ce point, si je puis dire, je dirais, mais que les Ukrainiens sont admirables. Que les Ukrainiens sont admirables. Que d'enseignements avons-nous à tirer, nous, armée française, armée britannique, les autres armées européennes, la masse d'enseignements à tirer de ce pays en guerre qui subit ce qu'il subit depuis 3 ans et demi, qui fait face, qui met une branlée navale à la Russie en mer Noire, c'est quand même assez extraordinaire. Parmi les incohérences, la posture américaine vis-à-vis du conflit en Ukraine, des missiles Patriot avaient été réclamés lors du sommet de l'OTAN. Et nous apprenons par Axios que Donald Trump prévoit d'envoyer des armes à l'Ukraine via l'OTAN. Est-ce que c'est un mécanisme qui peut être crédible? Est-ce que ça peut se faire d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour que l'OTAN puisse envoyer des armes à l'Ukraine que les Américains vendraient à des pays tiers? Est-ce que c'est possible? Alors je pense que c'est possible, c'est un drôle de montage, mais en fait on comprend quand on sait que le cerveau de Trump est guidé à la fois par un super-ego et puis par un esprit de super comptable. Ce que Trump ne veut pas, c'est payer. Donc en fait, l'idée c'est qu'il vend les patriotes américains à l'OTAN. Donc si je comprends bien, l'OTAN n'a pas trop le choix, c'est-à-dire que les 33, 32, moins les Américains, pays financent l'achat de ces patriotes et ils doivent donner ou revendre aux Ukrainiens ces patriotes. C'est un système complètement alambiqué, mais le résultat quand même, c'est la possibilité pour les Ukrainiens de récupérer des patriotes, et d'une certaine façon, les Américains mettent la pression aussi sur le fait que des pays européens, l'Espagne, je crois, la Grèce, etc., ont un certain nombre de systèmes de défense solaire, pourraient faire un effort dans ce sens-là. Donc, c'est complètement bizarre, c'est du Trump, mais ça peut marcher, et à la guerre comme à la guerre. Donald Trump peut-il changer de posture à force d'être humilié par Vladimir Poutine? Il a dit à NBC News qu'il prendrait une décision par rapport à la Russie lundi parce qu'il n'était pas content, je cite, de la Russie. Le tabloïd conservateur qu'on connaît bien, le New York Post, qui est tout de même un tabloïd pro-Trump que Donald Trump adore, fait cette une aujourd'hui après un édito du comité éditorial la semaine dernière demandant directement au président américain arrêtez cette horreur en Ukraine, faites stopper la Russie. Et on le voit, ce bébé qui vient de décéder, qui est montré dans cette une du New York Post. Est-ce qu'il y a un moyen que l'opinion publique américaine, mais aussi le camp MAGA, puisse évoluer d'une certaine manière, Pierre Servan? Honnêtement, je ne m'estime pas suffisamment compétent sur vraiment l'âme américaine, le fonctionnement du clan MAGA pour savoir si ça va faire basculer ou pas. Ce qui est certain, c'est que du côté de Donald Trump, le fait que Donald Trump ait parlé, je cite entre guillemets, de conneries, en disant Vladimir Poutine me dit des conneries sur la guerre en Ukraine, bon, même si ce personnage utilise des insultes. Donc, ce que je crois vrai, c'est que Trump en a marre de se faire balader comme une girouette. Et deuxième point et dernier point, il y a quand même dans le fond MAGA républicain
un anti-soviétisme qui a été structurel pendant des décennies. L'ours rouge, l'ours russe, et donc il est possible que ça puisse jouer aujourd'hui avec justement des photos comme celle-ci ou des campagnes allant dans ce sens-là.